avec Violaine Guérin. Bonsoir, immunologiste. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Beaucoup de questions ce soir sur les traitements, sur les tests, sur la méthode du professeur Raoult qui a publié ce soir une nouvelle étude sur 1000 patients qui montre selon lui une efficacité de la chloroquine à 91%, selon, je le répète, ses travaux. Vous, votre regard sur la chloroquine, sur cette méthode du professeur Raoult? Alors, merci de nous donner la parole. Je vais être déjà très factuelle, puisqu'on réclame du factuel. Déjà, nous sommes très ravis que le président cherche à se faire une opinion par lui-même. Et on parle d'un produit qui est en vente sans ordonnance, qui a été en vente jusqu'au 15 janvier 2020. Alors, pour être très factuel, il y a en France des recueils de données de pharmacovigilance. Ce sont des déclarations d'événements indésirables qui surviennent et nous avons enfin obtenu des données entre 2017 et 2019, 4 millions de boîtes vendues et en 3 ans, il y a eu 8 cas simplement de troubles du rythme déclarés spontanément dans les bases de données de l'ANSM. Alors j'ai vu ce soir l'article du Monde qui dit que depuis le 27 mars, il y a 50 cas de troubles cardiaques, donc 4 mortels. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est 4 ou 7 parce qu'il y a des incohérences dans l'article. Et qu'il y a 10 cas de troubles du rythme au seul centre de pharmacovigilance de Nice. Il faut réaliser que ce sont des patients hospitalisés, donc dans un état grave, que ce n'est pas le cadre recommandé par le professeur Raoult qui recommande de traiter à un stade précoce. On ne parle pas non plus dans cette évaluation des atteintes cardiaques du Covid parce qu'elles sont très fréquentes, en particulier à type de myocardite et de péricardite. Et le fait que les patients hospitalisés soient souvent avec des comorbidités ne permettent pas, à mon sens, entre le 27 mars et le 9 avril aujourd'hui, de faire et d'imputer, en tout cas, la responsabilité de toutes ces pathologies cardiaques à l'hydroxychloroquine. On se demande quelles ont été les conditions de prescription et aujourd'hui on refuse, en particulier aux médecins libéraux que je représente, la prescription de plaquenil dans ce pays. On se demande si on prend les médecins libéraux un peu pour demeurer incapables de respecter les contre-indications du médicament. Et on a même vu d'ailleurs dans un des cas déclaré qu'il y avait réellement une contre-indication et on s'étonne qu'un patient qui avait ce qu'on appelle un cutélon congénital ait reçu du plaquenil. Donc c'est très important, nous sommes plus de 3000 médecins, il y a plus de 3000 médecins qui ont été enregistrés par la CARMP actuellement en début de semaine, qui sont malades. Moi je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Laissons les médecins prescrire, qui sont des médecins en fait déjà qui veulent s'auto-prescrire le protocole et suite à la directive de la DGS qui empêche l'achat tout simplement du plaquenil même par des médecins pour s'auto-traiter, nous ne pouvons pas avancer sur une étude compassionnelle qui est en cours dans cette prescription précoce. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent, comme Jean-Luc Arrousseau, qui a signé une tribune dans le Figaro, qu'il faudrait laisser les médecins aussi prescrire la chloroquine? Bien sûr, et c'est exactement ce que nous faisons. Nous menons une étude compassionnelle, nous entrons en base de données toutes les observations cliniques des médecins déjà qui ont pu s'auto-traiter avant le 26 mars, au moment où l'hydroxychloroquine était disponible. C'est une étude que nous publierons. Pour le moment, d'ailleurs, j'en profite de faire un appel à tous les médecins qui se sont auto-traités pour enrichir cette base de données qui est déjà assez importante et nous ne sommes pas inquiets du tout avec les données que nous avons recueillies quand l'association hydroxychloroquine et azithromycine est prescrite à un stade précoce. Donc, j'encourage mes confrères à se connecter sur stopcovid19.today parce que ce sont des données qui vont être extrêmement intéressantes, déjà en matière de tolérance, parce que là, pour la tolérance, on n'a pas besoin de bras contrôle, et nous aurons de toute façon une population contrôle qui ne sera pas randomisée, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas éthique justement de faire une étude randomisée, vu les résultats que le professeur Raoult, en tout cas, montre. Mais il n'est pas le seul dans le monde aujourd'hui. Justement, Violaine Guérin, j'avais une question très précise sur le problème que vous venez de soulever. On a dit qu'il y a plusieurs essais sur la chloroquine qui sont menés, l'essai Discovery, mais pas dans les conditions dans lesquelles le professeur Raoult travaille. Il y a le CHU d'Angers qui, lui, respecte le protocole traditionnel avec un groupe placebo, mais il n'associe pas l'hydroxychloroquine avec l'antibiotique azithromycine comme le fait le professeur Raoult. Et écoutez pourquoi, selon celui qui a coordonné l'étude, et je vous fais réagir juste après. La première étape de la démonstration, c'est quand même de démontrer que
l'hydroxychloroquine est active en termes cliniques, hein, pas uniquement en termes virologiques sur des patients atteints de Covid. Ensuite, si l'hydroxychloroquine est active, eh bien, on pourra en effet s'intéresser à l'association à l'azithromycine. Si on n'a pas fait l'azithromycine tout de suite, c'est parce qu'il y a des problèmes de toxicité cumulative. Hein. Les deux sont toxiques sur le plan cardiaque et ça nous semblait vraiment très dangereux dans un premier temps, sachant qu'on n'a pas de démonstration de l'intérêt de l'hydroxychloroquine, de tester ces deux molécules de manière simultanée. Il a raison sur l'association qui peut être encore plus toxique, rapidement. Allez-y. Je vais attirer votre attention sur les critères d'inclusion de l'étude, de ces études qui sont menées en France. Alors, c'est vrai, on a commencé à être un petit peu moins loin que Discovery en termes de gravité, mais ce sont des patients qui sont âgés, qui, de mémoire sur Angers, qui ont plus de 75 ans et qui ont déjà une atteinte pulmonaire. De même, sur l'étude qui vient de débuter à Montpellier, on a des patients qui ont aussi une pneumonie confirmée sur le scanner thoracique. Donc, on n'est pas du tout dans ce cadre extrêmement précoce, même si effectivement de temps en temps les atteintes pulmonaires sont très précoces, mais on est chez des patients hospitalisés avec une pneumonie confirmée. Donc, on n'est pas dans le cadre qui respecte totalement ce que M. Raoult préconise. Et d'autre part, effectivement, le fait de ne pas utiliser en synergie l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine diminue tout à fait l'impact de ce qui a été montré à la fois in vitro et in vivo pour les traitements précoces. Alors c'est sûr qu'il faut faire attention en coprescription de l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, mais les médecins sont des gens responsables, hein, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient libéraux. Quand on connaît bien le sujet, on sait qu'il faut faire un électrocardiogramme avant. Et il faut leur faire confiance. Comme la liaison est un peu compliquée, je résume ce que vous venez de dire. Il faut faire confiance justement aux médecins et les laisser libres de décider sur la chloroquine. Merci beaucoup Violaine Guérin, immunologiste, d'avoir réagi en direct sur LCI. Docteur